Bon, bah, bonjour à tous, merci d'être là, y compris à ceux qui sont au bout de leur, du Zoom, et qui nous écoutent, hein, qui pourront poser leurs questions dans l'onglet, questions-réponses habituel. Bernard Bouget, elle relaiera les questions à la salle, quand on fera la série, questions-réponses. Alors je suis ravie d'accueillir Thierry Keller aujourd'hui. Thierry est cofondateur de Ouzbek et Rika. Vous savez, c'est les 2 persans des lettres de Montesquieu et j'ai regardé, c'était en 1721, donc ça fait juste 300 ans cette année, Absolument. ça. Et donc depuis 2011, hein, parce que Ouzbek Erika est né en 2011, c'est le média qui explore le futur. Je vous lis la manière dont Thierry le décrit dans son petit truc LinkedIn, dans son profil LinkedIn. Ça fait longtemps que je l'ai écrit, donc je vais voir si c'est toujours d'actualité. Bah, j'espère, hein, parce que depuis 2010, Ouzbek Erika tient la chronique des bouleversements de notre temps avec une méthode prospective et un état d'esprit, vigilance et optimisme. Il ne pouvait pas ne pas venir au club un jour, quand même, hein, c'est pas possible. D'ailleurs, je lui donne solennellement, je lui fais cadeau de L'Optimiste, hein, le livre qu'on avait édité au club après la mort de Mark Ullmann, hein, qui comprend des éditos de Mark Ullmann et pour moitié un inédit de lui, en fait, des écrits qu'on a donc nommé L'Optimiste, hein. Merci beaucoup. Voilà, donc ça, vigilance, optimisme, on est fait pour nous entendre. Alors, plus sérieusement, euh, euh, avec Arnaud Zeggerman, son compère, je dis bien son compère, parce qu'ils ont déjà écrit un livre tous les deux, Ce qui nous rassemble, comment peut-on encore être français? Ça, c'était en 2017, hein, en défendant l'idée le peuple français, nous, hein, on était bien plus soudés qu'on l'imaginait à travers ce qu'on en reflétait, notamment dans les médias. Alors, rebelote, on va dire, hein, enfin, rebelote, dans la même veine. Aujourd'hui, hein, le livre Entre déclin et grandeur regarde les Français sur leur pays, un peu de promo. Ceux qui sont là pourront se faire dédicacer à la fin. Lui est sur cette logique d'un débat public qui les surprend, en fait, hein, des sujets qui s'imposent, hein, et notamment cette espèce d'axe bizarre déclin, grandeur de la France, hein, et qui sont pourtant décalés avec les enjeux actuels du pays, hein, et surtout avec les sujets de préoccupation des citoyens. Ça, ils ont écrit une tribune tous les deux dans La Croix cette semaine, excellente, que je vous conseille. Elle est ouverte sur Internet, vous pouvez la trouver. Et ils appellent à la tenue d'un véritable débat présidentiel, hein. Le club a travaillé ce week-end en séminaire sur cette thématique. En fait, c'est quoi les angles morts de cette pré-campagne électorale qui n'en finit pas, qui a débuté, qui continue, et des angles morts. On a détecté au moins une soixantaine samedi dernier, donc on a que l'embarras du choix. Mais quand même, l'idée, et ça c'est dans la tribune signée par Thierry et Arnaud, si cela ne devait pas être le cas, c'est-à-dire un vrai débat, le risque que nous courons, c'est de voir s'installer une démocratie qui ne débat qu'avec ses niches et laisse de côté le cœur de la société. Donc le cœur de la société, c'est la France, des terrasses et des barbecues. Alors, comment Thierry Non, c'était pas mal. En allant sur le terrain, en fait, ils ont réalisé des entretiens qualitatifs en profondeur, puis fait une enquête quanti, un truc hyper classique en études sociologiques, hein, j'en ai fait pendant des dizaines d'années. Quels sont ces grands décalages? Quelles sont les surprises? Enfin bref, qu'est-ce qui ressort vraiment d'intéressant à raconter aux vigilants? Merci beaucoup, Anne, de m'inviter. Bon, ça fait longtemps que j'ai entendu parler du Club des Vigilants, donc c'est toujours un peu émouvant d'y être et d'être reçu effectivement dans un bel endroit avec des gens comme vous qui se sont levés un lundi matin pour assister à un débat sur la France. Je trouve que c'est quand même en vrai très rassurant sur l'état de notre pays. Alors effectivement, moi je suis au point de départ, je suis journaliste. Peut-être me présenter rapidement. Au point de départ, je suis journaliste qui fait œuvre de prospective. Donc bon, la prospective, c'est l'inverse de la rétrospective. Et donc c'est regarder devant au lieu de regarder derrière, même si évidemment on ne peut pas regarder devant si on ne connaît pas l'histoire. Et donc par exemple, ce livre est nourri par un certain nombre d'épisodes de l'histoire de France. Et l'idée est, dans mon métier, en tout cas, de regarder l'avenir avec enthousiasme et optimisme, sans céder à la méthode Coué. Mais même si, pour ceux qui ont lu la fameuse méthode par Coué, c'est pas un livre aussi caricatural qu'on le dit, mais c'est pour la petite histoire. Et je referme vite cette parenthèse. Et puis, je trouve que dans mon travail, je
je m'intéresse à la psyché des Français en particulier, aux mentalités hexagonales, et que dans Uzbek Erika, on travaille déjà avec Arnaud Zegerman et son institut, Via Voice, et on a lancé ce qu'on appelle un observatoire des identités. Alors, c'est toujours très particulier chez nous de parler d'identité, parce que le terme identité est lui-même extrêmement marqué, en gros, par un mélange entre du sarkozysme, du Éric Zemmour, et donc le mot identité est très marqué à droite ou à l'extrême droite, ce qui, de notre point de vue, est assez impropre, en tout cas intellectuellement parlant. N'importe qui a une identité. D'abord, nous tous, on a une carte d'identité. Une association comme la vôtre a une identité propre. Un club de pétanque a une identité, une famille, et donc, a fortiori, un pays. Et travailler sur la notion d'identité française est toujours d'une grande richesse, puisque nous sommes un pays qui, à la fois, à défaut d'avoir une grande, en tout cas une longue histoire, et puis surtout a une histoire et une identité incroyablement politique. On ne peut pas travailler sur la France si on oblitère la question de 1789, par exemple. Et donc, être un patriote en France peut tout à fait être un patriote à la sauce Danton, Robespierre, Clémenceau, et dans toute cette veine-là, et être un patriote peut vous emmener dans une autre voie. Et donc, quand on dit qu'on est fier d'être français, ça peut aussi être aussi bien être la victoire en Coupe du Monde de 98 que la France, vous l'aimez ou vous la quittez. Et donc, il y a quand même derrière la notion d'identité française quelque chose de très polysémique, parfois suspect et parfois réjouissant. Donc, je reviens à mon point sur l'Observatoire des identités. On a, avec Arnaud, lancé un certain nombre d'enquêtes, pour le coup très quanti, depuis maintenant quelques numéros d'Uzbek Erika. Et à chaque fois, alors en particulier moi qui ne suis pas ni un sociologue ni un sondeur, on a cessé d'être incroyablement surpris par les résultats sur lesquels on tombait. Par exemple, on a fait une enquête sur les salariés. Est-ce que les salariés français sont plutôt heureux ? La réponse est très 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 largement oui. Est-ce que la population française s'estime chanceuse ou heureuse de vivre en France ? Pareil, oui, mais pas oui à 60%. On a des oui à 80%. Et on voyait ces résultats et on se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment c'est possible qu'à chaque fois qu'on demande aux gens s'ils sont heureux, s'ils s'estiment chanceux, si c'est sympa de travailler, de rencontrer des trucs tout bêtes, hein. Aller travailler, c'est voir les collègues, c'est se frotter à d'autres identités que son identité familiale. Très clairement, par exemple, un salarié en France, dans la grande masse, hein, largement plus des 2/3, est heureux d'aller travailler, ne serait-ce que parce qu'il se réinvente par rapport à sa femme, son mari, ses enfants. Et donc, quand on franchit le seuil d'une entreprise, c'est pour ça que le télétravail a souvent été, par exemple, un moment un peu traumatique, indépendamment des articles de presse que moi-même ou mes collègues pouvions écrire, c'est que le concept de réinvention de soi-même est un concept fondamental en France. L'identité française, autrement dit, elle est totalement en mutation. Être français, c'est aller vers quelque chose et ce n'est évidemment pas une identité figée. Et donc, à l'aune des résultats de notre observatoire des identités, on s'est dit, mais ça, c'est quand même incroyable. Anne le rappelait, c'est pas ce qu'on entend. C'est pas ce qu'on lit, c'est pas ce qu'on voit. Et c'est loin d'une forme d'hystérie du débat qui voudrait que nous soyons en perpétuel déclin. Et ce terme même de déclin est alimenté à beaucoup de nuances. On parle de déclin, mais on parle aussi de décadence, d'abîme, de France qui tombe. Et
juste hier, par exemple, pour ceux qui lisent comme moi le JDD depuis leur jeunesse, interview de Laurent Wauquiez, la France est en déclin, nous luttons contre le déclin français. Bon. Donc on avait là 2 socles à partir duquel on a trouvé le fil pour écrire ce livre. Le premier socle, c'est « Tiens, les Français sont plus heureux qu'on ne le croit ». Et l'autre socle, c'est « Qu'est-ce que c'est que cette rhétorique du déclin permanente ?» Donc le premier socle, on le voit, il y a là quelque chose d'inattendu dans la mentalité française. Ce qu'on a, et je vais y revenir rapidement, appelé la France des barbecues et des terrasses. On a aussi rajouté dans un des paragraphes et des piscines, puisque bah oui, mais la France est le pays, le deuxième, champion mondial. Derrière les États-Unis évidemment, mais en tout cas le deuxième pays en volume. Hein, c'est quand même beaucoup des piscines, avec un marché du barbecue qui a explosé dans les 2 dernières années. Et puis évidemment, ce qu'on avait déjà mis en lumière dans notre premier bouquin, un hédonisme hexagonal qui certes a été quand même pas mal battu en brèche dans les 2 dernières années, mais qui est encore une fois extrêmement vigoureux. Et puis de l'autre côté, le deuxième socle, c'était cette affaire Dax. Dax, déclin, grandeur. Donc on avait à la fois, et je vais essayer de les mixer après, on avait à la fois une vision étonnante pour nous de la mentalité française qui collait mal avec l'axe déclin-grandeur. Je vous le disais, en France, c'est suspect de dire qu'on est des patriotes, mais Arnaud et moi, j'allais dire, il n'est pas là, donc je peux le dire, surtout moi, nous sommes des patriotes, au sens, moi j'aime la France, enfin je veux dire, j'aime... c'est pas un livre personnel, hein, on n'a pas mis de soi dans le livre, mais enfin, écrire sur la France nécessite un minimum d'empathie par rapport à son objet de recherche. Et on en parlait juste avant de s'installer ici. J'ai passé quelques jours à Dubaï pour l'exposition universelle il y a 1 mois et demi. Je peux vous dire que quand vous rentrez en France, vous êtes bien content. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas de tous ceux qui voyagent beaucoup. C'est quand même sympa la France. Je veux dire, c'est un pays où quand vous êtes hospitalisé, vous ne donnez pas votre carte bleue, mais votre carte vitale. Et ne serait-ce que ça fait que c'est un pays dans lequel, où il fait bon vivre. Néanmoins, il y a un problème avec l'affaire du déclin. D'une certaine manière, la France adore observer le spectacle de sa propre décrépitude. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est un sport national. C'est un sport national de décrire l'époque durant laquelle, supposément, nous aurions été au pic de notre carrière en tant que pays. Alors c'était quand? C'était sous Louis XIV. Bon. Qui a été quand même ravagé par la pauvreté, les inégalités, la peste, et qui a envoyé des millions de morts au combat. Et alors, vous voyez, nombre de millions de personnes, centaines de milliers de personnes qui ont fini par mourir. Est-ce que c'était sous Napoléon? De Gaulle lui-même, qui était supposé être un grand homme, en tout cas qui est considéré comme un grand homme dans l'histoire de France, avait quand même une vision, disons, modérément enthousiaste du personnage de Bonaparte, puisque, disait-il, il nous a rendu la France plus petite qu'il ne l'a trouvée. La France a été grande sous Napoléon, mais enfin, à quel prix? Et puis, durant un laps de temps assez bref. Est-ce que c'était sous De Gaulle? De Gaulle qui lui-même, et on en parle dans le livre, disait que son principal concurrent à l'international était Tintin. De Gaulle qui n'a cessé de prolonger de manière un tout petit peu factice, et il le savait lui-même, la fameuse grandeur française, et qui, à la manière d'un Churchill, a eu beaucoup de mal à gouverner par temps calme. Et donc on voit bien là que cette grandeur française, on a du mal à la dater, on a du mal à la trouver. Et pourtant, il existe une forme de grandeur française. L'art de vivre à la française, tout à l'heure je parlais d'hédonisme, évidemment 1789, qui a été peut-être, en tout cas du point de vue des gens qui s'estiment progressistes, et Anne l'a rappelé, c'est pas un hasard si le journal que j'ai cofondé s'appelle Uzbek Erika, en référence à la philosophie des Lumières, et effectivement on fête
le 300e anniversaire. On a fêté cette année le 300e anniversaire de la publication de manière anonyme et en Hollande des lettres persanes. Est-ce que c'est le football ? Est-ce que c'est la littérature ? Est-ce que c'est les paysages ? Est-ce que c'est la langue ? En vérité, cette grandeur française, bien malin qui peut la définir, mais en tout cas, elle est là. Elle infuse nos propres identités à tel point que, et je ne sais plus où j'avais lu cette phrase, mais elle m'avait tellement frappé que je m'étais dit, mais moi-même, je l'ai souvent utilisée, à tel point que lorsqu'un touriste français débarque à l'étranger et qu'il a commandé une chambre, il arrive au desk et il dit « Bonjour, je suis français et j'ai réservé une chambre ». Comme s'il s'attendait à être félicité. Peut-être qu'on a tous en nous une part de Victor Hugo. Peut-être que on a tous un peu un Lilian Thuram en nous qui a marqué le doublé contre la Croatie. En tout cas, quand j'ai lu cette phrase et je revenais d'un long voyage aux États-Unis, et sur les, je sais pas, 15 hôtels que j'ai fait, je me suis souvenu qu'au moins sur 14 d'entre eux, j'avais dit bonjour, je suis français. Je vais réserver une chambre. Oh, bravo! Et en même temps, c'est pas faux. Quand vous allez à l'étranger, quand vous dites que vous êtes français, c'est un peu classe. Je veux dire, vous n'êtes pas géorgien ou néo-zélandais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, les Français, on a un tout petit peu tendance à considérer les autres pays comme une sorte de décor dans une grande pièce de théâtre dont nous aurions le premier rôle. C'est quelque chose qui nous fait plaisir, mais c'est aussi quelque chose qui nous pèse. Comme si on portait un fardeau et que ce fardeau, à un moment donné, il faudrait peut-être le poser au sol pour devenir un pays mature. Et c'était ça notre point. C'était la conclusion du dernier livre que j'avais écrit avec Arnaud. On avait cité cette phrase dans Friends, bon, où Monica dit à Chandler, après une dispute, « Bienvenue dans une relation adulte ». Et c'était ça l'idée. Est-ce qu'un jour, la France peut entrer dans une relation adulte avec elle-même et avec les autres ? Je ne vous cache pas que le premier titre, qui était un titre de travail et qu'on n'a évidemment pas gardé, était « Il faut danemarkiser la France ». Ce qui était, du point de vue de mon propre patriotisme, une sorte de péché. Mais il y avait là quelque chose d'une volonté de se dire « Et si la France entrait de manière mature, non adolescente, ayant dépassé sa propre crise d'adolescence, dans un nouvel âge de son histoire ? Et si, au lieu de regarder le monde de haut en le snobant, on entrait dans une forme, non pas de banalité, parce que la France ne peut pas être un pays banal. Interview de Emmanuel Macron dans la revue Zadig, « Nous ne sommes pas un pays de polders », dit-il, et de ce point de vue-là, il a quand même totalement raison. Mais est-ce qu'il est possible d'abandonner non pas notre âme, ce serait idiot, non pas notre identité, ce serait vain et difficile, mais d'abandonner notre posture. Notre petit complexe de supériorité qui est lui-même le fruit d'un complexe d'infériorité. C'est vrai qu'après tout, nous ne sommes que 0,7% de la population mondiale. C'est vrai qu'après tout, nous sommes passés de la 5e à la 6e place et peut-être à la 7e place du point de vue du PIB à l'international. C'est vrai que les classements PISA dans l'éducation supérieure nous laissent dans une sorte de ventre mou dans les classements internationaux. Et si nous possédons un Thomas Pesquet et si nous avons possédé un jour un Zinedine Zidane, clairement, le monde avance en partie sans nous. Le monde avance aux États-Unis, le monde avance en Asie. La grande construction européenne dont nous étions les moteurs peine, alors on verra ce que ça donne à partir du mois de janvier, mais peine à être un horizon politique, en tout cas pour les jeunes générations. Et donc, il était peut-être temps, et je vais terminer là-dessus en parlant des barbecues, il était peut-être temps de lâcher un peu prise, comme on dit en psychologie, de souffler. Et encore une fois, non pas de devenir un pays banal, d'une certaine manière,
je vais dire quelque chose d'horrible, rentrer dans le rang pour devenir plus heureux. Et donc, à partir de cette hypothèse, en se disant, mais pourquoi on en parle en permanence du malaise français, du malheur français? Est-ce que cette persistance de cette terminologie assez psychanalytique ne serait pas liée à la vision qu'on a de nous-mêmes? Et donc, on a voulu tester. Et je reviens à mon point sur les différents indicateurs sur lesquels on tombe quand on fait l'observatoire des identités, en particulier chez les profs, chez les salariés. Donc, on a voulu tester, les Français là-dedans, ils en pensent quoi? Les Français sont un peuple extrêmement paradoxal. On le dit souvent, ils sont pessimistes pour les autres et optimistes pour eux-mêmes. Moi, ça va, mais la pauvre Anne. Anne dirait, moi ça va, mais le pauvre Thierry. Et donc, il y a une sorte de petite musique qui fait que si chacun est plus ou moins heureux, considère que d'un point de vue collectif, ça va, on n'en a plus pour longtemps. Il y a comme une sorte d'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de nos têtes. Et donc, on a posé un certain nombre de questions aux Français qui sont à la fin du bouquin. Alors évidemment, on leur a pas dit « Est-ce que vous estimez être en déclin ?» Parce que de toute façon, ils répondent oui. Hein. Quand on dit « Est-ce que vous êtes en déclin ?» C'est Arnaud Zegerman a cette formule, il dit souvent quand on demande aux gens s'ils ont mal au dos, bah oui, ils ont mal au dos. Et donc, on a voulu déplacer le curseur, en fait, dans nos indicateurs. On a voulu déplacer le curseur, disons, d'un curseur purement somatique à un curseur, disons, plus psychologique. Et ça nous donne des choses, là encore, étonnantes. Diriez-vous que la France est un pays attractif pour y vivre? Oui, à 78%. Vous sentez-vous chanceux de vivre en France? 88%, oui. Diriez-vous que la France est un pays qui fait envie? Oui, 69%. Diriez-vous que la France est un pays dans lequel vous vous sentez bien? Oui, 81%. Nous serions un peuple disloqué, archipélisé, comme dit sans doute à juste titre Jérôme Fourquet. Selon vous, est-il important, assez important, peu ou pas important, ou pas important du tout que la France, dans les années à venir, soit un pays apaisé? Important, 90%. On réclame de l'apaisement. Et c'est ça qu'on a voulu appeler, qu'on a appelé la France des barbecues et des terrasses. C'est-à-dire qu'il y a un décalage hallucinant entre l'image d'un pays au bord de la guerre civile qui est présentée par les réseaux sociaux et par les chaînes d'information, mais que nous reprenons aussi à notre compte dans les conversations en famille, entre amis, dans des cercles plus politiques ou plus intellectuels, et la réalité de la façon dont se vivent les Français. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Et aujourd'hui, si vous écrivez un bouquin en disant « Écoutez, tout ça, c'est n'importe quoi. Éric Zemmour, vous avez tort. Laurent Wauquiez, vous avez tort. Jacques Julliard, pour l'autre côté du spectre, vous avez tort de parler d'abîme. » Vous passez pour un vainqueur de la mondialisation. Vous passez pour quelqu'un qui a réussi, pour qui tout va bien, qui n'a pas de problème d'argent, de passe sanitaire, de maladie, et pour en réalité un affreux ultra-libéral patron qui lui dit bah moi je comprends pas, tout va bien pour moi, je paye moins d'impôts. Donc c'est faux. C'est très important quand on écrit un essai, en tout cas pour moi qui suis un ancien militant, et Anne l'a pas dit, mais je suis un ancien militant, disons, de gauche. SOS Racisme. J'ai travaillé longtemps avec Malek Bouti à SOS Racisme, j'ai été membre du Parti Socialiste. Si c'était agi d'écrire un livre en disant « Voilà ce que pense Thierry Keller du monde », sincèrement, tout le monde s'en fout. Et en réalité, moi le premier. D'abord parce que je change de vie tous les jours. Et aussi parce que on est quand même dans une époque où tout le monde donne son avis et bon, so what? Donc l'idée était quand même d'écrire un livre non pas neutre, mais le plus objectif possible, ou en tout cas le plus intègre politiquement et moralement possible. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas se contenter du fait que 81% des gens sont contents d'être en France. Ça, c'est pas possible. Donc on a effectivement par une enquête qualitative préalable, assortie d'une enquête quantitative,
essayer de regarder où le bas blesse. Parce qu'il y a quand même un problème. Je veux dire, sinon, on ne serait pas là à se poser la question de notre identité, et sinon, on ne serait pas en train d'observer avec effroi les chiffres de la montée de l'extrême droite dans les sondages. Ou de l'abstentionnisme, évidemment, qui est le premier parti de France, clairement. Il y a deux problèmes. Il y a un problème macro et il y a un problème de quotidien. Et c'est sans doute là, en tout cas, si jamais il y a quelques hommes politiques, enfin 2 en l'occurrence, que je ne peux pas citer, qui, après la lecture du livre, nous ont convoqués pour nous dire « mais alors, qu'est-ce qui se passe ?» Le problème macro, c'est évidemment que, et il faudrait que je retrouve le chiffre parce que les Français ont le sentiment que la France prépare mal l'avenir. Donc là, il y a un problème. Parmi les propositions suivantes, quelles sont à vos yeux les 3 qui permettraient de dire que la situation en France s'améliore, hein? Une capacité à mieux préparer l'avenir. Hein? 42 plus 14. Voilà. C'est le premier qui C'est la première occurrence. Quel est le critère de réussite potentiel? C'est la capacité à mieux préparer l'avenir. Clairement, sans doute que le quinquennat, l'accélération de la vie politique, l'empilement des informations, le sentiment en fait d'être de courte vue est quelque chose qui panique nos concitoyens. C'est étrange la notion d'avenir en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment assez incroyable sous Hollande, où à l'époque, je crois que c'était Jean-Marc Ayrault qui était le Premier ministre, et il avait donné des devoirs de vacances à ses ministres. Tous, à la rentrée de septembre, on devait être là en 2013-14, tous devaient préparer un plan d'avenir pour leur propre ministère. Alors, à l'époque, Taubira était ministre de la Justice, elle avait fait un laïus sur la justice de 2030. Manuel Valls, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, avait fait un truc autour de c'est quoi le policier du futur. Et tous les ministères, comme ça, avaient fait leur petit truc. Et donc, la presse, évidemment, s'était gossée. Ah, bah, ils ont écrit une rédaction au bord de leur piscine. L'opposition, évidemment, s'était moquée du fait qu'on préparait l'avenir alors que ce qui comptait, c'était le chômage, c'était la vie quotidienne des Français. Et même la presse de gauche. Moi, je me souviens avoir lu Les Inrecuptibles, qui est quand même pas soupçonnable d'être de droite et par ailleurs... ouais, d'accord avec les phrases de Nadine Morano ou à l'époque de Laurent Wauquiez, c'était très largement moqué d'un gouvernement qui, au lieu de travailler, faisait des dissertations de prospective. Bon, quelques années plus tard, on a nommé un nouveau commissaire au plan, alors qui vaut ce qu'il vaut, peu importe. Hein. Et récemment, Macron a lancé le plan 2030, qui sont des embryons d'une politique de prospective, mais la France a jadis été un grand pays de prospective. Je veux dire, Jean Monnet, à la tête du plan, a réhabilité le long terme. Les plans quinquennaux, c'était quand même pas n'importe quoi, mais c'est complètement tombé en désuétude. Alors, nonobstant les 2 petits exemples que je vous ai cités, mais il n'y a clairement pas un récit, pas un grand récit national où nous irons tous sur la Lune en 1969 ou sur Mars en 2029, mais clairement pour les Français, je donne pas mon avis, mais pour le coup, je suis d'accord avec eux, ont le sentiment d'une politique à courte vue. Et puis, la deuxième explication, ou la deuxième cause du malheur français, c'est ce qu'on a appelé un service client inefficace. Bon. Alors moi, en tant qu'ancien, on a enregistré, donc je ne sais pas si je dois dire ancien, j'ai qu'à mettre des guillemets à ancien individu de gauche. Et évidemment, entendre parler de service client à propos de l'État, ça pique un peu les oreilles. Quand on est un progressiste, on a toujours tendance à considérer qu'on n'est pas des clients, hein, on est des usagers, et on est des bénéficiaires, mais on n'est certainement pas des clients du service public. Et pourtant, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que un individu vivant en 2021 est habitué à vivre dans une double dimension
La première dimension, c'est quand vous voulez Netflix, ça fonctionne. Quand, peu ou prou, hein, quand vous avez votre mutuelle au téléphone, ça fonctionne. Quand vous avez un problème avec Orange, là je m'avance peut-être un peu, ça fonctionne. Mais quand il faut appeler l'URSSAF, là, il n'y a plus personne. Quand vous avez vos voisins du dessus qui s'engueulent et que vous appelez la police ou que vous avez affaire à la justice du quotidien, ça ne fonctionne plus. Quand votre enfant se fait racketter à la sortie de l'école, ça ne fonctionne plus. Il y a un problème de guichet. Il y a un problème d'efficacité des services publics. Depuis 2 ans, 2 exercices budgétaires, le budget de l'éducation, le budget de la justice augmente de 8%. Et pourtant, c'est encore sur les réseaux sociaux qu'on règle les problèmes de discrimination, de genre, racial, social. Et donc là, on a clairement un problème d'une inefficacité du service de l'État qui crée un réel doute. C'est ce qu'a révélé, en fait, c'est le contenu, en fait, des entretiens qualitatifs faits avant votre enquête, hein, qui a révélé ça. C'est pas toi qui le dis comme ça. Ah non, si moi je devais poser des mots sur les problèmes français, je sais pas, c'est sans doute pas ça que je dirais. À titre personnel, je suis plutôt, moi, quelqu'un qui va bien, donc c'est ça l'avantage de prendre de l'âge, c'est que vous appartenez mieux au système, quoi. Je veux dire, ou alors il y a eu un problème. Donc encore une fois, c'est pas mon avis. Enfin, mon avis ne compte pas, plus exactement. Alors, qu'est-ce que disent les gens dans ces entretiens qui t'a perturbé, étonné, frappé? C'est des entretiens sur Pôle emploi. Le terme Pôle emploi revient très souvent. Ils sont gentils, mais ils sont incompétents. Je crois que c'est un verbatim. Voilà, le livre je ne les ai pas notés, je suis désolé. On parle de transport, on parle d'école, on parle de justice, on parle de... on parle du quotidien, en fait. Et même pas d'immigration, donc. Ah non, pas tellement. Alors, non seulement on ne parle pas d'immigration dans les CALI, mais quand vous regardez la façon dont l'immigration elle est traitée dans les items des principales préoccupations des Français, elle est en bonne place, faut être honnête, mais elle est 6e. En 1, c'est clairement le pouvoir d'achat, il y a la question climatique, il y a la question d'inégalité. L'immigration n'est pas le premier item. Alors, c'est là où je peux conclure. C'est pas parce que c'est 6e que ça ne va pas jouer. C'est-à-dire, en fait, une des thèses du livre, c'est de dire que si on ne tient pas compte des nouvelles mentalités, de cette quête d'apaisement, et si on n'a pas compris que les Français sont heureux mais anxieux ou anxieux mais heureux, alors la prophétie autoréalisatrice du déclin peut l'emporter. Et c'est ça le danger qui nous guette. C'est qu'effectivement, tu as eu la gentillesse de citer la phrase de la tribune dans la Croix, on risque d'être face à une démocratie qui ne débat qu'avec ses niches, mais les niches peuvent gagner. On sait bien qu'en politique, 10% peuvent faire la différence. Je veux dire, Lénine a pris le palais d'hiver avec une poignée d'activistes. Le pays, la Russie à l'époque, n'était quasiment pas au courant de ce qui s'était passé. Donc, c'est là où la sociologie nous aide, mais la politique nous aide à expliquer la sociologie. C'est que les dynamiques à l'œuvre, elles sont quasiment aussi importantes que les réalités objectives et que les chiffres en valeur absolue. Un pays qui ne veut pas la guerre peut être en guerre, un pays qui ne veut pas les déchirures internes peut se déchirer, et un pays qui ne veut pas de quelqu'un qui nous crée des murs autour de nos frontières peut se retrouver avec un Trump ou avec un Zemmour. C'est ça le problème. Et le problème, c'est l'imposition des thématiques. Et c'est pour ça que, depuis qu'on a sorti le bouquin il y a un mois, moi je ne cesse avec Arnaud j'allais dire de crier dans le désert, je ne crois pas, parce que je pense que quand on va en discuter ensemble, et ça m'intéresse d'avoir votre opinion, mais je pense qu'on doit
réinverser les dynamiques de vocabulaire, les thématiques. On doit inverser les dynamiques à l'heure parce que, à force de reprendre à notre compte la pression et d'être sous la pression de ce que Adorno appelait les agitateurs d'extrême droite, mais je dis d'extrême droite, c'est même pas ça le problème. Je veux dire, il y a des gens d'extrême gauche ou de gauche, ou peu importe, qui intègrent la notion du déclin et qui, contre le déclin, réclameraient encore plus de grandeur. En fait, à force de se laisser imposer cette dialectique-là, alors, effectivement, dans une forme d'indifférence, on peut basculer du côté de ceux qui, évidemment, contre le déclin, nous réclament encore plus d'ordre et encore plus de fausse grandeur. Et pour remplacer l'axe déclin-grandeur, quelle suggestion? On parlait de débat tout à l'heure, démocratique. Souvent, on dit qu'il faut changer les institutions, il faut faire telle ou telle politique publique. Moi, je pense que ce n'est pas du tout le but. Enfin, en tout cas, le livre n'appelle pas à des politiques publiques. Ce n'est pas un livre qui demande qu'on fasse ceci ou cela. Par exemple, en termes de récit, je ne sais pas s'il faut davantage aller vers l'économie du savoir ou vers l'écologie ou vers davantage de technologie ou s'il faudrait un Google à la française. J'ai plutôt le sentiment que non. J'ai plutôt le sentiment que c'est évidemment vers l'écologie qu'il faut aller, mais le livre ne dit pas ça. Le livre appelle avant tout à avoir un regard moins déformé sur nous-mêmes. Et quand vous... Pardon, hein, je ne suis pas psy, mais quand vous allez chez le psy, si c'est un bon psy, il ne vous dit pas comment faire. S'il vous dit comment faire, il faut commencer à se méfier. En revanche, si vous allez chez un médecin parce que vous avez mal au dos et qu'à la fin, vous finissez par penser que ce n'est pas parce que vraiment vous avez mal au dos, mais c'est que vous avez une mauvaise opinion de vous-même ou une fausse opinion de vous-même, alors là, c'est le début de la guérison. Et c'est peut-être ça que demande le livre. C'est entamer un regard objectif sur nous-mêmes, admettre notre glorieux passé, mais regarder un peu plus vers demain que vers hier, en construisant non pas un passé commun, parce que le passé, on a bien compris qu'on n'avait pas tous des ancêtres gaulois, mais construire une histoire future commune, ça oui, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut fonctionner en étant fondé sur la réelle volonté d'apaisement des Français et en tendant l'oreille à un terme que, je vous l'ai dit, hein, je suis parti de la gauche, donc le terme majorité silencieuse, c'est pas un truc qui me parle beaucoup, mais c'est un fait. La majorité silencieuse, dans ce pays, elle existe. Et plutôt que d'écouter les minorités bruyantes, sachons tendre l'oreille auprès d'une majorité silencieuse. Sans quoi, oui, effectivement, en avril 2022, on aura des problèmes. Merci beaucoup. Je vais reprendre 3 thèmes que vous avez développés rapidement. Premièrement, le travail. Vous avez parlé du travail au départ. Et je crois que là, notre président de la République, au cours de son discours sur l'Europe, a pris une position claire. C'est-à-dire la France a besoin de gens qui croient au travail. Et vous l'avez vous-même illustré. Et ça me paraît être une dimension positive. L'immigration. Nous avons reçu ici François Héran. J'ai été moi-même 3 ans avocat auprès de la Cour nationale du droit d'asile à la fin de ma carrière. Je sais de quoi je parle. Et François Héran et les 600 chercheurs de toute institution qui travaillent sur le sujet disent qu'il n'y a aucun danger de grand remplacement, que ce phénomène aujourd'hui dans la France de 2021 est un phénomène marginal et pourtant c'est le thème de campagne électorale. Et ceci vient, à mon avis, du fait que les gens du pouvoir, et là Macron a été probablement un peu incertain au départ, en tout cas avec l'Aquarius, etc. Si le gouvernement avait pris la position que je viens de définir, c'est un phénomène marginal. Il y a des problèmes d'islamisme radical, oui, mais ça, c'est pas l'immigration. Ça n'est pas l'immigration. Et l'immigration, elle reste dans des limites extrêmement bien circonscrites.
écoutez, là, j'ai pu le faire avant d'arriver ici, la chronique de Dominique Seux sur le France Inter ce matin. Il a déshabillé tous les arguments de Zemmour qui comparaient les solutions que nous prenons et les solutions que les Américains prônent. Et il a démontré que ce que disait Zemmour était absurde, qu'il n'y avait aucune solution dans cette voie. Pourquoi est-ce que nos politiques ne sont pas assez courageux pour le dire? Et c'est ça ce que je trouve très positif dans votre approche, c'est qu'il faut enfin qu'on sorte d'un certain nombre de mythes. Voilà. Et ça, c'est vraiment indispensable. Malheureusement, la droite se regroupe autour de thèmes d'extrême droite, ce qu'elle n'était pas obligée de faire. Et la gauche est inexistante. Et la troisième chose? La troisième chose, vous avez dit 3 éléments, je suis désolé. Hein. Oui, non, absolument. La troisième chose, et comme j'ai 84 ans maintenant, je l'ai oublié, mais c'était votre dernier propos. C'est ce que vous avez dit à la fin, que j'approuvais totalement, et qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens d'un réalisme. Bonjour. J'ai bien aimé ce que vous avez dit. Et en fait, je crois que c'est même par ça que vous avez conclu. Vous avez dit finalement, la majorité silencieuse est apaisée, a des idées finalement assez justes. Et j'ai rien à dire sur ce qu'il faudrait faire. Je renvoie chacun à lui-même et à une interrogation quasiment psychanalytique sur ce qu'il pourrait faire. Et là, je trouve on retombe quand même de haut. C'est-à-dire que on est quand même dans un monde où les gens qui ont des plumes sur le chapeau et la majorité silencieuse individuellement défendent l'idée que les gens sont cons et méchants et dangereux. Et en fait, ce que vous nous dites, c'est que les gens ne sont ni cons, ni méchants, ni dangereux. Et ça, on s'en doute, parce que quand on parle vraiment avec des gens, qu'on les connaît, qu'on n'est pas dans des silhouettes, on découvre, non, ils sont pas du tout ni cons, et quel que soit leur niveau de formation, quelle que soit leur couleur, quel que soit bien sûr leur genre, etc., etc. Et donc, il me semble que ce qui viendrait tout naturellement en conclusion de votre analyse, mais j'aimerais votre avis là-dessus, c'est de dire comment est-ce qu'on donne la parole à la majorité silencieuse. Je réponds déjà là-dessus. Sur le travail, je voudrais ajouter, c'était intéressant que vous insistiez sur cette notion-là. Comme vous vous imaginez, quand on écrit un livre à deux, parfois on n'est pas d'accord. Ou parfois, moi qui suis plutôt un journaliste, donc j'ai plutôt envie de manipuler les chiffres. Et j'ai plutôt envie de leur faire dire des trucs. Là où mon co-auteur dit mais non, un chiffre est un chiffre et c'est pas comme ça, attention, tout ça. Par exemple, je donne un exemple qui a aucun rapport avec le travail, mais par exemple, on a eu un débat sur l'islam et on en fait état dans le livre. Quand il y a eu l'enquête de l'Institut Montaigne sur les musulmans de France, où en gros on disait que un tiers des musulmans français considéraient la charia supérieure aux lois de la République. J'ai dit à Arnaud, mais ça, il faut qu'on le mette dans le livre. Il dit, bah non, parce que c'est impropre. La méthodologie n'est pas la bonne. On ne pense pas comme un musulman, Thierry. Il y a des musulmans sunnites, il y a des musulmans chiites, il y a des gens issus de Turquie, il y a des gens issus d'Algérie. Et donc, un musulman, ce n'est pas une catégorie sociale. Et donc, si je reporte cette question-là sur la question sociale précisément, moi je disais à Arnaud, attention, je veux dire, on dit que les Français vont bien, mais d'un point de vue social, il y a quand même des inégalités, il y a encore des classes sociales, quoi. Hein, et il m'a dit, mais regarde attentivement. Et on a passé des journées à observer et à dépioter les chiffres. Toute catégorie sociale confondue, on a la même opinion sur le travail, par exemple. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que, j'allais dire, nous, les bourgeois de gauche, on a tendance à plaindre l'ouvrier, de la même manière qu'on a tendance à plaindre le pauvre, entre guillemets, racisé.
tout ça est absurde. C'est une forme de projection. Et quand on regarde, par exemple, la vision que les salariés français ont du travail, on se rend compte qu'il y a très peu de différence entre est-ce que je suis un patron ou est-ce que je suis un ouvrier. Et même pire, quand on regarde encore plus attentivement, on se rend compte que, par exemple, on déteste presque plus son travail quand on est dans les hautes sphères parce que ça se latte beaucoup plus au sein d'un comex qu'à la machine à café ou entre col bleu. Donc c'est important, pour reparler travail, de dire que c'est encore effectivement, et je suis d'accord avec vous, quelque chose d'extrêmement structurant dans ce pays, que le télétravail, qui a été une aubaine pour beaucoup de gens, a finalement été générateur de stress et de malheur même pour une grande majorité des salariés de ce pays qui, encore une fois, ont envie de se frotter à d'autres que eux ou que leur cercle traditionnel. Et je vais citer Arnaud qui dit souvent qu'on est parfois coincé quand on parle de travail entre deux mythes, puisque le terme mythe a été cité tout à l'heure, le mythe d'une France welbeckienne avec un salarié extrêmement dépressif qui passerait ses journées seul et rentrerait chez lui le soir pour nourrir son chat et finalement attendrait tranquillement la mort. Et la vision France 3 région du patron de PME Guy Ray, où tout le monde serait heureux et où on vivrait dans une sorte de Truman Show. Et entre ces deux visions, il y a la France. Et je renvoie à une étude dont on ne parle pas, je crois, dans le livre, qui est une enquête sur les profs en France, qui a fait la fondation Jean Jaurès. Pareil, on navigue entre deux étiages. Le premier étiage sur la condition du prof en France, c'est le prof désespéré, qui se ferait insulter par le jeune musulman qui refuse de chanter la Marseillaise ou de respecter la minute de silence. Et à l'autre côté du spectre, le hussard noir de la République qui irait chaque jour au travail pour défendre Jean Zay, Clémenceau et tous ceux qui l'ont précédé. En fait, c'est faux. 80% des profs vont au travail plutôt sympathiquement et ils sont juste contents de bien faire leur travail. Moi, ça me gêne cette absence de romantisme, mais je dois l'admettre. C'est important, je crois, de se départir d'une forme de romantisme. On fête aujourd'hui l'anniversaire de la naissance ou de la mort d'ailleurs de Flaubert. Et je crois qu'il faut arrêter d'être Madame Bovary. Et c'est pas grave d'aller au-delà du romantisme. Clairement, c'est comme dans un couple. Passé le romantisme, il y a la vie, il y a la tendresse, il y a la construction patiente d'un sentiment commun de long terme. Ça, c'était pour répondre sur le travail. Ensuite, sur les migrants, c'est ça qui est dingue. Moi, je suis d'accord avec vous sur la question du courage politique. J'ai fait récemment, avec un de nos amis, Anne Pierre-Henri, la semaine dernière, un débat avec des Allemands. Bon, alors là, je vous lis le début de la quête de couve du bouquin. Si un extraterrestre faisait une revue de presse avant d'atterrir en France, ceux qui le liraient le pousseraient certainement à changer de cap et à choisir l'Allemagne. Et pour cause. Voilà un pays qui, avec son histoire, ses spécificités, ses problèmes démographiques, voilà un pays qui parvient, lui, à une forme d'apaisement. Et je vais pouvoir peut-être faire le lien avec la deuxième question. Voilà un pays qui a passé 3 mois à construire une grande coalition qui aboutit à environ 170 pages au détail près de ce qui va se passer pendant la mandature. Voilà un pays où on a tous vu les images de la passation de pouvoir entre Merkel et Olaf Scholz. Bonjour, merci, voilà les clés du camion. On n'a pas déroulé le tapis rouge, on n'a pas dit « Ah, mais comment il l'a regardé ? Ah, mais est-ce que le premier homme a regardé la première dame avec suspicion ? Il n'y a pas eu des huissiers, il n'y a pas eu des roulements de tambour. C'est bon, bah ça bosse quoi. Je veux dire, il n'y a pas que ça à faire. On travaille, c'est simple. Et donc, si vous voulez, un pays comme ça qui a dépassé ce que moi j'appelle pour la France la pompe, le folklore, c'est forcément un pays qui, quand il s'agit d'accueillir des immigrés, le fait de manière beaucoup plus pragmatique. Et d'ailleurs, vous avez parlé de François Héran, mais quand la France doit accueillir des immigrés, d'abord, je crois que la première chose à comprendre, c'est que les immigrés ne veulent pas totalement venir chez nous. Ce n'est pas le pays de cocagne pour un immigré. Je veux dire, par exemple,
Pourquoi ils vont davantage en Angleterre que chez nous? Parce que quand on veut créer une boutique ou ouvrir un kebab, c'est 1000 fois plus simple. Vous créez votre entreprise avec trois signatures, hop, emballé, c'est pesé. Amusez-vous à créer une entreprise en France. Moi, j'ai une entreprise. C'est pas extrêmement simple. Et je ne veux pas verser dans des discours ultra-libéraux, genre cassez-moi tout ça. Non, c'est juste que les immigrés, contrairement à notre fantasme, tous les immigrés du monde ne veulent pas venir travailler en France et piquer le job des Français. Ça, c'est faux. Et puis, quand ils viennent, ça se passe plutôt pas mal. Les expériences qui ont été faites à l'été 2015 et jusqu'en 2016, où des petits villages français, je sais, moi, le village de mes grands-parents a fait ça en Bretagne. Malheureusement, le village où mes grands-parents sont enterrés. Mais quand on accueille 2-3 familles, ça se passe bien. Ça nourrit, ça donne du boulot aux usines, ça remplit les écoles. Et je ne dis pas que le modèle allemand est le plus formidable au monde, mais quand il y a un problème, on regarde le problème et on tente de le résoudre avant même de pousser des cris d'orfraie. Et je pense que... j'ai discuté avec des amis hier, je fais une petite parenthèse, je suis désolé, et on se disait, bon, où est-ce qu'on va vivre si Zemmour gagne? C'est un peu débile comme conversation. Hein. C'était juste avant PSG Monaco, donc c'est des discussions du dimanche soir. Et moi je dis, moi c'est simple, en Allemagne. Et ils m'ont dit, oh non, pas en Allemagne. Je dis, si, franchement, s'il y a bien un pays aujourd'hui qui va bien, qui a une extrême droite qui est quand même modérée. Je rappelle que l'extrême droite est passée de 12 à 10% entre 2015 et 2021. Après 1 million de migrants et de réfugiés. Je veux dire, alors certes, avec des disparités, avec des scores à l'Est qui sont plus importants qu'à l'Ouest et ainsi de suite. Peu importe. Mais c'est un pays qui a un grave problème, c'est que c'est un pays qui fait plus d'enfants. Donc voilà, hein, qui sont à peu près à des niveaux de taux de fécondité similaires au Japon et à la Corée du Sud, autant dire que dalle. Hein, on doit être à peu près, il faudrait vérifier, mais 1,3 enfants par femme. Ça veut dire que dans 300-400 ans, il n'y a plus d'Allemands. Si on reste en l'état. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose là qui nécessiterait en tout cas de la part de nos hommes politiques une forme de courage en disant un problème, une solution. Nous sommes un pays du verbe et pas beaucoup un pays de l'action. Et si on avait prêté de manière un peu apocryphe cette phrase au général de Gaulle, l'intendance suivra, même si cette phrase est fausse, elle dit quelque chose de nous-mêmes. D'ailleurs, il n'a jamais prononcé cette phrase, mais toute sa carrière montre ça. Et de Gaulle, qui est le plus grand des Français dans tous les sondages, c'est un homme qui laissait les basses œuvres à ses collaborateurs. Bon. Et pour répondre ensuite, parce que quand même je suis d'accord, pardon, vous êtes là. Bon, là encore, je vais être très transparent. Quand vous écrivez un essai, vous avez une intuition, vous avez une ligne, et puis une fois que vous avez fini le livre, il y a votre éditrice qui vous dit d'accord, mais et la conclusion, qu'est-ce que vous faites? Et là, vous vous réunissez et puis vous dites bon, quelles sont nos recommandations? Et c'est là que généralement il y a un problème. C'est que très rapidement, on tombe sur soit des banalités, soit un catalogue de mesures qui, moi, me font penser à ce que je pouvais écrire quand j'étais au Parti Socialiste et quand on écrivait des textes de congrès. Alors, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a une forme à la fois de lâcheté et, je vais me permettre de le dire, d'honnêteté à ne pas rentrer dans le détail des recommandations. Moi-même, je suis signataire d'un texte qui n'a aucun rapport, qui s'appelle un texte pour une république écologique, parce que je me sens extrêmement républicain et je me dis que ce serait quand même ballot de ne pas profiter de la situation climatique pour réenclencher un récit national autour de ça. C'est mon opinion. Mon opinion, c'est que si j'étais président de la République, je ne le souhaite pas pour les Français, c'est peut-être là que j'engagerais toute la nation. Mais je n'ai pas voulu faire un livre militant. Et c'est hyper important de ne pas avoir fait un livre militant. En revanche,
Pour vous donner juste quand même une réponse qui, j'espère, pourrait vous satisfaire. Clairement, si on appelle la France à se voir telle qu'elle est, c'est-à-dire un grand petit pays, de ce point de vue-là, on a beaucoup pensé à Giscard en écrivant, une grande puissance moyenne, alors nécessairement, il va falloir qu'on arrive à s'allier beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui. Encore une fois, je ne présage pas de ce qui va se passer lors de la présidence française de l'UE, mais un si petit pays dans une si grande compétition internationale, c'est un problème. Et donc, à un moment donné, effectivement, il va falloir qu'on tende davantage la main à nos voisins. Moi, j'ai toujours été partisan d'une Europe très concentrée, avec un noyau dur. Là encore, ça n'est que mon opinion, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Je ne le dis pas de manière aussi brutale et aussi explicite dans le livre, mais notre rapport à l'autre va devoir forcément changer, et je pense que sans changer la Constitution, sans changer la façon dont la démocratie fonctionne, parce que je pense que quoi qu'il se passe, la société est quand même en avance sur les structures politiques, il y a là quelque chose d'un point de vue régalien, dans notre rapport au multilatéralisme, à l'Europe, à nos voisins, à la Méditerranée, qu'il va falloir changer. On parle très rapidement dans le bouquin des tentatives sarkozystes à l'époque avec Henri Guénaud de faire l'Euro-Méditerranée. C'est quelque chose qui a très bêtement été abandonné. Et là, il y a peut-être quelque chose qui serait à réfléchir du point de vue de notre rapport avec nos voisins et en particulier avec nos voisins du Sud. Dans ces questions, Jérôme disait aussi comment donner la parole à la majorité silencieuse. Il m'a semblé. Pour un journaliste, c'est une bonne question. Que font les médias? Que font, on a un souci quand même, non? Que font les médias? C'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, figurez-vous que j'ai été interviewé par Playboy. Alors je ne savais pas que Playboy existait encore, mais Playboy ressort en format MOOC, donc 250 pages, un truc très sérieux, 60 pages d'interviews et de reportages et 40% de charme. Et on me posait la question sur la presse. Mais moi, je ne crois pas du tout à la crise de la presse. Je ne pense pas que les gens détestent les médias. Je ne pense pas que les médias font mal leur travail. C'est juste qu'il y a tellement de médias, il y a une telle atomisation de l'offre médiatique qu'on a toujours tendance à considérer que les médias, c'est CNews. Et là, on en revient à un autre point. En fait, CNews, c'est une niche. C'est une niche très dure. C'est une niche avec une ligne éditoriale extrêmement nette. Mais ça reste une niche. Et donc, à partir du moment où, par exemple, le journal de TF1 à 20h est passé de 35% de part de marché à 20% en l'espace de 25 ans, clairement, il y a un éclatement de l'offre médiatique qui fait qu'on dit les médias. Mais en fait, les médias, c'est nous aussi. Dès qu'on parle sur Twitter, on est un média. Dès qu'on s'exprime, on est un média. Et en réalité, pour répondre à ta question, Anne, la majorité silencieuse, en réalité, elle s'exprime. Elle ne cesse de parler, elle ne cesse de se réunir. Elle a peut-être un problème, c'est qu'elle s'en fout un peu. Et c'est peut-être, vous ne m'avez pas attrapé là-dessus, mais je pense que c'est le talon d'Achille du livre, d'une certaine manière. C'est un peu l'angle mort. C'est qu'on a une France de la niche qui bruisse, qui fait beaucoup de bruit, et on a une majorité silencieuse qui organise sa contre-société en parallèle de la société officielle et qui, d'une certaine manière, a un peu tourné le dos à la vie collective. Et récemment, je crois, c'est Marianne qui titrait « La France qui s'en cogne » avec la classe habituelle des titres de Marianne, mais moi je trouve ça plutôt bon, pourquoi pas. Et effectivement, il y a une France qui s'en fout. On a beaucoup été inspiré dans le bouquin par cet article de Luc Bronner, l'ancien rédacteur en chef du Monde, qui est redevenu grand reporter et qui a écrit une série de reportages sur la France qui va bien.
Il est allé en Mayenne interviewer des gens qui disent mais quand on vous voit, vous à Paris avec vos débats, machin. Mais cette France-là, au lieu de l'admirer en disant oh la merveilleuse majorité silencieuse, j'aurais presque envie de lui dire mais quand même les gars, ouvrez-la. Après ça, il faut trouver effectivement des circuits de prise de parole. Et si elle est majoritaire en valeur absolue, elle est minoritaire en dynamique et il faudrait effectivement trouver cette dynamique. Je pense, et peut-être ça répondrait aussi à votre question. Absolument. Et je pense que on dit souvent que Macron a un socle électoral assez fort. En gros, il trône sur 25%. Moi, je crois que je me suis redécouvert extrêmement giscardien, pour être honnête, en écrivant ce livre. Non mais, parce que s'il n'avait pas eu la crise, mais chaque président se tape un truc. Donc si jamais si les présidents élus pouvaient dérouler leur programme tranquillement, ça se saurait. Chacun voilà, Hollande a eu les attentats, Sarkozy la crise, Macron le Covid, Giscard a eu la crise pétrolière, mais dans l'ADN du giscardisme, il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant qui était en gros les 2 Français sur 3. On a oublié tout ça. Mais 2 Français sur 3, c'est quelque chose. Et moi, je crois que c'est encore possible. Mais je suis peut-être totalement naïf. Alors, on a 2 questions sur Zoom que je vous livre. La première, donc, de Jean-Claude Azra. Vos réflexions portent en creux une critique des sondages. Est-ce le cas? Et avez-vous développé cet aspect du sujet? Et je vous lis la deuxième dans la foulée. Donc, une question de Stéphanie Veillon. La rhétorique du déclin n'est-elle pas une stratégie politique pour occulter les autres problèmes et monopoliser un pouvoir de plus en plus absolu? En jouant sur les peurs et les appréhensions, on promet la sécurité aux citoyens, sous réserve que ceux-ci renoncent à leur liberté, et notamment la liberté politique d'agir activement en tant que citoyens. Bon, c'est des questions qui sont hyper intelligentes, beaucoup plus que moi. Sur la première, vous savez, moi je suis journaliste et j'essaye publiquement de ne pas critiquer mes confrères, mais c'est hyper dur. Par exemple, quand un nouveau titre de presse arrive sur le marché, je souhaite sa mort. Mais je ne peux pas le dire. Donc publiquement, je dis... Les sondages, c'est pareil. Je ne vais pas parler trop à sa place, mais mon ami et co-auteur ne cesse de s'arracher les cheveux quand il voit ce que font ses confrères / concurrents. Pensez-vous qu'il y a trop d'immigrés en France? Oui, 70%. Résultat, Zemmour passe à la télé et il dit « Je suis d'accord avec... Je suis le cœur... » Il dit ça, hein, « Je suis le cœur des 70% des Français. » Et il a beau jeu de le dire, puisque il pense aussi qu'il y a trop d'étrangers. Si on pose d'autres questions, comment voudriez-vous vivre avec autrui? Vous sentez-vous vous-même quelque part étranger dans votre propre pays ou dans votre propre famille? Vous sentez-vous minoritaire? Quelle est votre nature? Quelle est votre conception de l'entraide? Là, on peut commencer à créer de la nuance. Donc oui, clairement, il y a un problème de sondage, puisque en plus de ça, nous les journalistes, comme on est assez paresseux, on a tendance à sauter sur le premier sondage venu et donc à en dérouler et à en faire des théories. Et résultat, il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice qui est très dangereuse. Ce qui est intéressant, c'est de faire des enquêtes de climat social. Et là où on se rend compte que quand on rentre dans le détail, les choses sont un peu plus compliquées que ça. De la même manière que, je ne sais plus lequel d'entre vous l'a dit, quand on fait des qualis, par exemple, on fait des qualis sur les complotistes, donc on prend 10 complotistes. On pioche parmi un panel, parmi des gens qui se sont déclarés complotistes, et on passe 3 heures avec eux. Pendant la première heure, les mecs vous expliquent que la Terre est plate, et au bout de la 3e heure, tout le monde va prendre un verre en disant « Non, mais j'ai dit ça, mais en fait, je ne le pensais pas vraiment ». Et c'est ce petit travail qui nécessite quand même un effort, qui nécessite une forme d'intégrité intellectuelle que nous devons tous faire.
Mais évidemment, c'est compliqué, puisque si je vous balance que les gens n'aiment pas les étrangers et qu'on se déteste les uns les autres et que c'est bientôt la guerre civile, ça va faire plus de buzz. Et sur la thématique du déclin, je crois que, vous savez, moi j'ai eu 50 ans cette année. Si je m'écoute, je crois que la France est en déclin. J'ai l'impression que toute la nouvelle génération devient gender fluide. J'ai l'impression que, en tant que mâle blanc hétérosexuel, je vais bientôt me faire lyncher par une bande de féministes énervées. Si je m'écoute, je trouve que la musique, vraiment, les jeunes écoutent de la merde. Si je m'écoute, je pense que la France n'en a plus pour longtemps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que vous vous souvenez de cette pub? D'ailleurs, elle passe encore à la télé ou au cinéma, les pubs pour le Crédit Mutuel. Il y a le personnage d'un vieux schnock qui s'appelle Hervé. Vous savez, il n'est pas content parce que sa femme peut voter aux élections interprofessionnelles. Il n'est pas content parce que sa fille sort avec un Brésilien. Pourquoi ce ne serait pas un peu une Brésilienne? Il n'est pas content parce que on lui pique de l'argent. En fait, il n'est pas content. Il s'appelle Hervé. Alors moi, j'ai beaucoup étudié ce Hervé. Vous savez que le personnage en plus qui joue Hervé dans les pubs du Crédit Mutuel, c'est un grand acteur de la comédie française. Et il est devenu paradoxalement extrêmement célèbre pour avoir joué le vieux schnock dans les pubs de la banque. Et ben je crois qu'on a tous un Hervé en nous. Et d'une certaine manière, Éric Zemmour, c'est Hervé. C'est un Hervé encore plus énervé que le Hervé de la pub, mais c'est quelqu'un qui n'est pas content parce que les femmes ont pris le pouvoir. C'est quelqu'un qui n'est pas content parce qu'il voit des PD partout. C'est quelqu'un qui n'est pas content parce que sa France n'existe plus. Mais c'est un mythe. Quand on fait un sondage, il y a une enquête là, on se rend compte que c'est les seniors qui considèrent que c'était pas mieux avant. En réalité, et c'est ce que disait notre regretté Michel Serres, dans les années 40-50, quand lui, Michel Serres, 30, 40, 50, quand il était jeune, on était assis sur une poudrière parce qu'il y avait la guerre atomique tous les 4 matins. Quand il était à la cantine, nous dit-il dans ses bouquins, il y avait des vers dans les pâtes qu'on lui servait à manger. Quand on veut savoir si c'était mieux avant, les gars, il faut regarder comment c'était réellement avant. Et je crois que là, il faut qu'on fasse tous l'effort de ne pas céder à cette dynamique du déclin. Moi, je trouve ça bien que les femmes prennent le pouvoir. Voilà, je trouve ça bien qu'on se repose des questions. Je ne suis pas un individu déconstruit. Je ne cède pas aux injonctions d'une Sandrine Rousseau qui voudrait que en fait, je batte ma coulpe. Je regarde l'avenir avec plutôt confiance. Mais on doit tous savoir faire taire le Hervé qui est en nous ou le décliniste qui est en nous. C'est un effort, hein. C'est pas facile. Mais on va mieux après. On est plus heureux. Merci pour vos propos particulièrement réalistes. Je pense que nous avons une spécialité en France, c'est l'autoflagellation. C'est vraiment ce qui peut caractériser notre pays. Il suffit de voyager et lorsqu'on revient, on réalise à quel point les Français sont heureux, mais ils ne le savent pas. Et ils ne le disent pas assez. Alors, les médias ont probablement, et particulièrement toutes ces dernières chaînes de télévision, le développement des réseaux, des fake news contribuent à ce pessimisme chez certains, et probablement plus dans les grandes villes que dans les petites. Ça, c'est un phénomène, je dirais, mondial. Alors, quoi faire? Vous avez raison quand vous parlez de personnes âgées qui regardent derrière en disant de mon temps, c'était oh là là, c'était formidable. Non, pas du tout. Je pense qu'on manque de vision.
on ne se projette pas suffisamment en avant, quel que soit son âge, que l'on ait 85 ans ou que l'on ait 35 ans. Et même les jeunes aujourd'hui ont cette caractéristique que constatez souvent, c'est que l'avenir pour eux, ah oui, mais la retraite, 60 ans, 62 ans, on ne parle que de ça. Alors quoi faire? Je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de journalistes ou de personnes comme vous qui puissent porter la bonne parole, parce que vos propos sont efficaces et je dirais encourageants et réalistes. Merci. Écoutez, je ne sais pas quoi répondre. Merci beaucoup. C'est vrai, moi, sur l'aspect générationnel, c'est quand même très frappant. Quand on a un certain âge, on sait que quand on était jeune, c'était pas rose. Moi, je préfère vivre en 2021 qu'en 1991. Et quand on reprend l'échelle de l'humanité, il y a un siècle, on sortait de la plus grande boucherie de l'histoire de l'humanité et en plus, on se faisait taper par la grippe espagnole qui a été autrement plus dangereuse que le Covid, même si le Covid est dangereux. Là où, quand même, j'apporte une micro-nuance à vos louanges, c'est sur l'éco-anxiété. Là, il y a quelque chose. Il y a un bouquin tout à fait intéressant qui vient de sortir avec un jeune confrère d'Arnaud Zegerman qui s'appelle La Fracture, avec Stuart Shaw et Frédéric Dabi, sur la fracture générationnelle. Là, il y a vraiment quelque chose autour du sentiment que peuvent avoir les nouvelles générations, pour le dire vite, de fin du monde. Alors, moi, je suis assez ami avec Pascal Bruckner, qui nous dit que depuis Nostradamus, il y a eu 431 fins du monde annoncées et que pour l'instant, c'est pas la bonne, apparemment. Mais je dois dire que dans les nouvelles générations et d'un point de vue intellectuel, l'influence de ceux qu'on appelle les collapsologues a été importante. La collapsologie étant la science, je mets des guillemets, de l'effondrement, je crois qu'elle a créé le doute dans l'esprit des nouvelles générations. Moi, en tant que vieux boomer, j'aime beaucoup me moquer de Greta. Mais si Greta marche aussi bien en tant que produit, c'est bien qu'il y a quelque chose. Et d'ailleurs, quand vous écoutez Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, il ne dit pas autre chose que la jeune Greta, sauf que lui, il a la stature pour le dire. Donc là, il y a quelque chose quand même autour de l'éco-anxiété. C'est pour ça que je pense, pour répondre à la question initiale sur que faire, c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même quelque chose à offrir comme horizon à ces nouvelles générations et qui ne soit pas de l'ordre de tout arrêter pour attendre que le ciel ne nous tombe sur la tête en espérant que ça aille mieux bientôt. Je pense qu'il faut engager le pays, mais de fait les pays, dans une voie de transition. Bon, mais je ne dis pas autre chose que des banalités en le disant, mais je crois que nous, en tant qu'adultes, on doit quand même bien tenir compte du fait qu'il y a quand même l'idée d'un horizon obscurci, comme si précisément la Terre était plate et qu'on allait tomber dans un précipice bientôt. Et je crois que là, il faut savoir répondre aux angoisses de la jeunesse. Merci pour votre intervention et bravo d'être allé interroger les Français. Est-ce que vous leur avez posé la question de quoi ils ont peur? Moi, j'ai eu la chance de faire la Grande Marche il y a 5 ans, d'aller interviewer des tas de personnes dans mon voisinage, des gens que je ne connaissais pas. Et la peur des seniors n'était pas du tout celle que j'attendais, en disant « Oh, quel sera le montant de ma retraite ?» C'était ma peur pour la génération de mes petits-enfants. C'était leur première peur. La deuxième peur, ce n'était pas l'immigration, c'était la sécurité, qui est aussi une peur de la jeunesse aujourd'hui. C'est une question de sécurité, pas forcément d'immigration. Donc, bon, ma première question, c'est voyez-vous, de quoi les Français ont-ils peur? Et est-ce que vous avez fait une différence entre la jeune génération et les générations au-dessus? Et la deuxième chose, c'est moi, je suis à la recherche du récit, pas pour mes enfants, mais avec mes enfants et avec cette jeune génération. Et ce qui est en train d'éclore quand on discute avec les jeunes qui ont signé le manifeste pour un réveil écologique,
c'est que ce récit, ils ont envie de l'écrire avec nous. C'est pas nous, qu'est-ce qu'on va leur dire de faire, ni eux, qu'est-ce qu'ils vont faire tout seuls. C'est ensemble. Il semblerait qu'il y ait deux idées quand même. La santé, donc sa santé personnelle, sa santé psychique, comment on vit en harmonie avec la nature, comment on vit avec l'environnement. Et la deuxième chose, c'est de rentrer dans une société de liens. Cette société de liens existe en France. Il y a 16 millions de personnes qui s'occupent d'associations à titre gracieux. Les Restos du Cœur, c'est quand même une initiative privée qui dure encore. Et la France est remplie d'associations. Voilà. Donc c'était juste pour apporter un petit peu d'eau au moulin et vous poser la question sur les peurs. De fait, là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très nuancé. Et c'est très difficile d'avoir une vision unilatérale des choses. Je suis d'accord avec vous, moi, sur la question de la sécurité. Alors, de quoi, je vais revenir 2 secondes sur la sécurité, mais de quoi ils ont peur, c'est assez étrange. C'est une peur diffuse. Il y a une anxiété. Il se trouve que pendant que j'écrivais le livre, je travaillais aussi pour Reporters sans frontières, qui, vous savez, de temps en temps sort une sorte d'almanach autour d'un artiste ou d'un personnage connu, et j'ai beaucoup travaillé sur Astérix. Alors ce qui est génial avec Astérix, c'est que c'est le personnage peut-être le plus français possible, mais que Astérix a été écrit par un immigré italien, Uderzo, et par un immigré des pays de l'Est, Goscinny. Je crois qu'Uderzo est né en France, mais bref, en tout cas, ils étaient d'immigration récente, en tout cas. Sans compter que Goscinny lui-même avait une famille venant d'Europe de l'Est, mais qu'il a surtout vécu en Argentine pour fuir les nazis. Avoir compris que les Gaulois n'ont peur que d'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête, est formidable. Parce que c'est à la fois extrêmement actuel, c'est concret. Le ciel qui vous tombe sur la tête, et en même temps, c'est complètement théorique. Je veux dire, ce serait quoi un ciel qui vous tombe sur la tête? Et vous savez très bien que les Français sont le 4e pays le plus pessimiste au monde, avec, je crois, l'Irak, l'Afghanistan et je ne sais plus lequel, enfin un truc... là où, évidemment, les Danois, les Finlandais, le merveilleux modèle scandinave sont des gens supposément beaucoup plus heureux que nous, bon, avec beaucoup plus d'antidépresseurs et avec beaucoup de problèmes. Hein. Diriez-vous que la France est un pays qui vit sur les acquis de son passé? 63%. Mais... Est-ce que vous estimez chanceux de vivre en France? 88%. Et je vais vous en citer d'autres, des contradictions. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir des générations futures? Oui, 86%. Pensez-vous que la France prépare bien son avenir? 27 et mal 64. Donc, on est là au cœur de la France. Il faut que vous ayez un micro, monsieur, je crois. Bah, il est pris le micro là. Je sais. Moi, je veux pas. Je voudrais simplement ajouter un mot pour dire ce qui nous manque, c'est ce qu'ont fait 2 pays, le Bhoutan et l'Émirat de Dubaï. Ils ont un ministère du bonheur. Ouais. Alors, tout à fait. Alors, juste, non mais je réponds juste sur. Alors, non mais, je vais vous laisser évidemment la parole. Je voudrais juste répondre sur le Bhoutan. Le Bhoutan, c'est un fantasme de journaliste de gauche. Personne ne sait mettre le Bhoutan sur une carte. Personne. Qui a été au Bhoutan parmi vous, honnêtement? Moi, je n'ai jamais été au Bhoutan. Et pourtant, je vous jure qu'il m'est arrivé forcément une bonne dizaine de fois d'écrire que le Bhoutan avait un indice du bonheur humain dans ses indicateurs. J'aimerais juste aller au Bhoutan voir ce qui se passe. Bon. Quant à Dubaï, ça tombe bien, j'en reviens, c'est un enfer sur Terre. Un enfer sur Terre. C'est simple. C'est-à-dire qu'en fait, tout à coup, les mecs ont découvert qu'ils avaient de l'argent avec du pétrole. Alors pas à Dubaï, mais aux Émirats, parce que c'est quand même Abu Dhabi qui finance le reste. Hein. Dubaï, il n'y a pas de pétrole. Mais à Dubaï, Dubaï est totalement sous assistance financière d'Abu Dhabi. Hein. Je veux dire, c'est là où il y a le pétrole. Bon. Et donc, voilà une cité... voilà la caricature de l'Occident. C'est des mecs qui ont du pétrole et qui disent comment je pourrais faire pour le dépenser et qui font la caricature de nous. Donc, bon, mais je juge pas. Mais enfin, si, je juge un peu. Si, quand même. Donc, c'est comme le revenu universel. Si vous voulez, c'est facile de distribuer de l'argent à ses concitoyens quand on a une manne. Et il vaut mieux faire, effectivement... comme certains pays qui ont beaucoup de pétrole, que faire comme l'Algérie qui a tout pris avec de la corruption.
Donc méfions-nous des indicateurs. Moi, je me souviens que quand Sarkozy était président, qu'il avait fait venir Joseph Stiglitz et Sarkozy avait fait quand même une conférence de presse assez solennelle pour dire qu'on allait maintenant, à côté du PIB, inscrire l'IDH, le fameux indice de développement humain, dans les indicateurs. Bon, le lendemain, on avait déjà oublié cette résolution. Donc, oui, il y a quelque chose à trouver. De la même manière qu'en termes d'écologie, il y a une troisième comptabilité à trouver parce qu'on calcule les externalités négatives dans la croissance, donc ça, c'est quand même un problème. Après, pour en revenir je vais vous laisser la parole, mais il y a effectivement des contradictions hallucinantes dans ce pays. Nous sommes un pays contradictoire. C'est comme une entreprise. C'est comme une entreprise qui irait bien, qui ferait des bénéfices, mais qui se poserait en permanence la question de sa propre mort. En fait, on a un côté hyper ashkénaze, nous, les Français, d'une certaine manière. C'est-à-dire que on est tout le temps en avance d'une catastrophe. Je sais pas, moi je pense que... je voudrais dire 3 trucs. Bon, la première, c'est que moi j'ai repris confiance dans notre avenir. Alors moi j'ai repris confiance quand on a eu le trou d'ozone. On nous a expliqué qu'on avait un trou d'ozone, qu'on avait tous claqué parce que je sais pas quoi, etc., etc. Moi je me rappelle à l'époque, j'étais industriel, j'étais dans l'agroalimentaire, on m'a demandé, les gens du froid, qui étaient en première ligne à cause de l'hexafluorure de je ne sais quoi, on demandait une conférence, je me suis aperçu que dans l'agroalimentaire, il y avait 90% des process qui avaient du froid. Et que si on arrêtait le froid, on bouffait plus. Bon, alors, je me suis aperçu 15 ans après, aujourd'hui, il n'y a plus que les Néo-Zélandais qui ne peuvent pas se baigner sans une chemise. Le trou d'ozone, on l'a traité. C'est-à-dire que l'humanité a passé son temps à avoir des soucis et à les traiter. Donc, qu'on nous foute la paix, elle va les traiter. C'est tout. Elle les traite déjà. Elle les traite déjà en permanence, si vous voulez. Alors la deuxième chose même qui me frappe, c'est que on est un pays d'idéologie, contrairement à l'Allemagne que vous citiez, parce que Madame Merkel, elle a tout de même, sur le plan énergétique, elle laisse son pays dans une sacrée impasse. Sur le plan de la démographie, c'est le deuxième espoir de la France. Pourquoi les Français, qui sont si malheureux, continuent tout seuls à faire des gosses dans le monde ? Parce que pour finir, ils sont quasi tout seuls dans les pays développés, j'entends. Hein. Ouais, ça baisse quand même. On est passé sous les 2 enfants par femme. J'ai passé ma vie dans la démographie, donc si vous voulez, les démographes sont des menteurs de première bourre en disant ça va atterrir, etc., etc. Ça n'est pas vrai. On devrait avoir, par exemple, la première décision écologique, c'est un planning familial mondial. C'est évident. Chaque fois que vous faites naître quelqu'un, il va bouffer de la planète, plus ou moins, mais il en bouffera. Bon. Donc, il faut tout de même le regarder. Et puis le troisième truc, c'est pourquoi on passe son temps à gratter les boutons des gens. Vous êtes inégaux, vous êtes malheureux, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Arrêtez de nous faire chier, quoi. Bon. C'est une bonne conclusion, peut-être. Je fais juste une petite remarque sur votre malthusianisme que je trouve dangereux. Le commandant Cousteau, qui a longtemps été le personnage le plus aimé des Français, pensait qu'une humanité à plus de 3 milliards était une mauvaise humanité et qu'en gros, il fallait couper les têtes qui dépassaient au-delà de 3 milliards. Justement parce que je suis d'accord avec vous sur l'optimisme technologique, alors je pense qu'une planète à 7 milliards est viable. Parce que quand j'étais jeune, on était 2,5 milliards ou 3 milliards, et qu'on disait quand on sera 5, il n'y aura plus de terre. Bon, on est 7,5, il y a encore une terre. Donc attention au malthusianisme. Je me permets de dire que le meilleur planning familial mondial, c'est la prospérité. Et que quand vous accédez à la prospérité, tout à coup, vous faites moins d'enfants. C'est mécanique. Parce que j'adore la démographie. Et je suis très heureux que la question démographique commence à affleurer dans le débat public. Et je vous rappelle que la conférence de presse de Macron sur la France 2030, il commence par 10 minutes sur la démographie. Et je crois que c'est très intéressant et c'est très rassurant. Quand on fait de la prospective, la première des disciplines à regarder, c'est la démographie. Et c'est vrai que... alors, on s'était amusé, nous, chez Uzbek Erika, c'est n'importe quoi comme truc, hein, c'est vraiment un truc de journaliste. Mais si vous placez l'ensemble de l'humanité avec les mêmes critères de densité de population que Paris, c'est-à-dire en gros 22 000 habitants par kilomètre carré, les 7,5 milliards d'êtres humains tiennent sur 2 tiers de la France. Donc on se marche sur les pieds, oui et non. Oui, évidemment, il y a cet optimisme, disons, par la science, par le génie humain, l'idée qu'on va pouvoir s'en sortir.
pour faire écho rapidement à cette nouvelle génération qui est éco-anxieuse, moi j'ai discuté avec des jeunes, et vous citiez les jeunes du Manifeste pour un réveil écologique qui sont incroyablement brillants et non idéologues, et enfin moi ils me bluffent, hein. Clairement, c'est vraiment des gens formidables, très construits politiquement en plus, et jeunes. Eux critiquent aussi bien les climato-sceptiques que ce qu'ils appellent les climato-rassuristes. C'est-à-dire, nous, les vieux, qui pensons que, en gros, on va s'en sortir, hein. On va faire de la fusion nucléaire à la place de la fission, on va faire un peu de géo-ingénierie pour faire pleuvoir là où on a besoin d'avoir des récoltes, on va créer de l'informatique quantique pour résoudre les problèmes du réchauffement de l'informatique classique, et ainsi de suite. Moi-même, en tant que progressiste et je dirais scientiste, mais parce que c'est aussi mon éducation, je dois faire en sorte aussi de savoir penser contre moi-même et de me dire que peut-être que l'avenir est un mélange entre une forme de décroissance, ou en tout cas de faire attention à ne pas être dans la surenchère de l'économie extractive, soyons aussi pragmatiques, et c'est aussi ça le pragmatisme, avec un mélange d'innovation technologique. Et je crois que c'est là où effectivement on pourra, et je trouve ça génial ce que vous avez dit, parler de concert avec les nouvelles générations qui ne font pas que nous insulter et nous placer devant un tribunal, mais qui ont aussi envie de nous tendre la main, et on a aussi besoin de leur tendre la main. C'est beau. C'est la vérité. C'est la fin de cette matinale. Merci Thierry. Merci à vous pour vos questions et le dialogue.